Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des semis en intérieur. Que ce soit pour multiplier les plantations, multiplier les variétés potagères, se faire plaisir, échanger, partager ou faire des économies, il y a de multiples raisons de se lancer dans le semis. Que vous vous lanciez cette année dans les semis ou que vous soyez comme moi amateur de semis pour le potager, je vous propose dans cette vidéo 10 clés de réussite pour les semis. Allez, c'est parti! On dit souvent qu'il vaut mieux un plan trop assoiffé qu'un plan trop abreuvé. L'arrosage a tout à fait son importance pour la réussite de nos semis en intérieur. Au démarrage du semis, il convient toujours d'avoir un substrat bien humide, et ce jusqu'à la germination. Une fois que la graine aura bien levé et que le plant commencera à se développer, il conviendra toujours bien évidemment d'arroser son plant, mais toujours sans excès, éviter éventuellement le pourrissement lié à un trop excès d'eau, et puis donc aux disparitions du plant, ce qu'on appelle généralement la fonte des semis. Concernant l'eau à utiliser, l'idéal c'est d'avoir un bac de récupération d'eau de pluie et donc d'utiliser l'eau de pluie. Par contre, si vous n'avez pas de bac de récupération d'eau de pluie, on utilise tout simplement l'eau du robinet. L'eau du robinet qu'on va laisser décanter 24-48 heures, le temps on va dire que le chlore, que le calcaire un petit peu disparaissent au bénéfice de nos plants et de nos semis. Cette eau, qu'elle soit de pluie ou de robinet, il faudra la laisser à température ambiante, éviter les chocs thermiques pour le semis et pour les plants. Inférieur à 15 degrés, il faut savoir que les plants et que les racines auront tendance un petit peu à se bloquer. Supérieur à 23 degrés, il y a un risque certain de brûlure. Et puis on pourra arroser par le dessus, on pourra également arroser le feuillage. Il faut savoir que les plants aussi absorbent l'eau par le feuillage, mais sinon on peut également arroser par le dessous, par capillarité, par remontée d'eau par capillarité, et souvent c'est ce qu'on procède lorsqu'on commence ces semis. Enfin, concernant le matériel d'arrosage, on peut utiliser tout simplement le petit arrosoir, on peut rajouter éventuellement une petite pomme à pluie fine pour arroser nos semis. On va pouvoir également utiliser tout simplement le vaporisateur, voilà, tout simplement. Alors, c'est pas mal le vaporisateur, puisqu'en fait, vous pouvez régler également le débit du jet, si ce n'est que à chaque fois, il va falloir appuyer. C'est pour ça que moi, j'ai une préférence en fait pour le vaporisateur, on va dire à pression ou à piston, tout simplement. Il suffit de donc mettre de l'eau à température ambiante, faire la pression et puis appuyer. Et puis là, c'est nettement plus facile. Et je peux vous assurer que ce type de vaporisateur-là est tout à fait utile, surtout lorsqu'on arrive vers mars, avril, voire mai, et qu'il y en a beaucoup de semis, beaucoup de plants à arroser. Et c'est vraiment appréciable d'avoir ce type de matériel. Faire ces semis en intérieur, c'est réussir à créer un climat, une atmosphère tout à fait favorable au bon développement de nos graines et de nos plants. Et la chaleur est tout à fait un élément important pour la réussite de nos semis en intérieur. Bien évidemment, certains semis ne nécessitent pas beaucoup de chaleur. J'en veux preuve par exemple des semis de salade, tels que ceux-ci, c'est salade de laitue lilloise, qui en fait sont tout simplement dans ma véranda sous une température qui est inférieure à 10 degrés. Mais cependant, la majorité des légumes vont nécessiter donc une chaleur comprise entre 21, 24, voire 25 degrés. Et donc, pour la majorité de ces semis que l'on va faire à l'intérieur, il va falloir apporter une certaine chaleur, une certaine homogénéité dans la chaleur. On va pouvoir utiliser des petites serres chauffées, pourquoi pas, les mettre nos semis dans des pièces qui sont chauffées dans nos maisons, près d'un radiateur, sur un radiateur, à côté éventuellement d'un poêle, pas trop près non plus, pour éviter toute brûlure bien sûr de nos plants. Et puis, on peut également acquérir, pourquoi pas, un tapis chauffant. Alors, le tapis chauffant n'est nullement obligatoire pour la réussite de ces semis en intérieur. Pour ma part, j'ai fait des semis en intérieur qui ont tout à fait bien réussi parce que je faisais attention également à les mettre dans une pièce suffisamment chauffée, près d'un radiateur. Cependant, j'ai décidé cette année d'acheter donc un tapis chauffant. Là, je vous montre simplement un petit peu le modèle que j'ai pu acquérir. C'est vraiment un test que je compte faire cette année sur mes semis en intérieur et voir un petit peu le différentiel qu'il peut y avoir et le gain qu'on peut avoir, la tranquillité qu'on peut avoir avec l'aide d'un tapis chauffant sur la levée de ces semis. Et pour finir sur la chaleur, une fois que nos plants seront suffisamment bien développés, on va pouvoir les sortir en extérieur avant plantation. Et là, faites attention également pour acclimater tout doucement les plants à l'extérieur, les habituer à une chaleur qui ne sera pas cette fois-ci homogène telle que l'on peut l'avoir dans nos maisons respectives, et puis y aller progressivement afin d'avoir des plants, une fois plantation, qui puissent s'habituer au climat qui seront dans la région concernée. Bien évidemment, si l'on dit semis en intérieur, on va dire contenant, et là pour les contenants, il y aura une multitude de possibilités, que ce soit des contenants, on va dire maison, ou que ce soit des contenants achetés en jardinerie ou sur internet, tels que des plaques de semis.
Pour les contenants maison, bah alors là, il y a un vaste choix en fonction de ce que vous avez à disposition, de votre imagination, hein, que ce soit les boîtes de lait, les bouteilles de lait, les pots de yaourt, ça va être également les boîtes de coquilles d'œufs, ou alors, comme moi, j'utilise essentiellement, c'est des rouleaux de papier toilette. Alors pourquoi j'utilise souvent les rouleaux de papier toilette? Tout simplement parce que le carton est dégradable, et donc en fait, je vais directement replanter dans mon potager le semis et le plant que j'ai pu faire par le rouleau de papier toilette, ce qui facilite grandement, on va dire, l'utilisation et puis, on va dire, la manutention tout simplement du semis à la plantation au potager. Concernant les autres contenants, vous avez déjà les godets, tout ce qui est godet en plastique de différentes formes, de différents formats. Pour ma part, moi j'utilise essentiellement, on va dire, ce type de godet pour mes repiquages par contre. Donc vous voyez, c'est de ce type de format-là. Et puis sinon, bah, j'ai d'autres, bien évidemment, d'autres types de godets, j'en ai beaucoup. J'utilise également ce type de format-là pour d'autres types de légumes. La taille des godets va dépendre bien évidemment éventuellement de la taille de la graine et puis la taille également du plant au final avant plantation. Bien évidemment, plus on va dire que le plant sera important et imposant, plus le godet devra être également important pour un bon développement des racines et un bon développement du plant de légumes. Ensuite, vous avez tout ce qui est également barquettes de récupération. Ces barquettes-là, moi, elles me servent également pour faire éventuellement un semis type de fleurs d'œillet d'Inde. Enfin, je m'en sers beaucoup pour ça. J'ai également un autre type de barquette. Cette fois-ci, vous voyez, c'est ce type de barquette-là. En fait, donc 24 alvéoles qui me permettent également de faire une mini-serre, tout simplement, pour conserver, comme je disais précédemment, la chaleur. Et ça, c'est bien utile pour la levée avant repiquage. Et puis bien sûr, je vais vous parler des plaques de semis, les plaques de semis telles qu'il y a derrière moi tout simplement, de différents formats, de différentes capacités. J'ai également cette petite plaque de semis, ça c'est des plaques de semis que j'ai prédécoupées, seulement en quantité de 12, puisqu'en fait l'idéal c'est également lorsqu'on fait des plaques de semis d'avoir une seule et même variété sur une même plaque, ce qui facilite également, on va dire, la manutention et puis le traitement et le travail qu'on a sur nos semis et au niveau du développement également, c'est plus facile. L'avantage également des plaques de semis, c'est que vous avez, donc, comme je disais précédemment, plusieurs tailles, plusieurs dimensions, plusieurs profondeurs. L'avantage, c'est également d'avoir donc une homogénéité au niveau du terreau et du substrat que vous allez pouvoir mettre pour vos semis. Faciliter également, évidemment, du démoulage de semis, tout simplement. Format assez rigide, donc utilisable d'une année sur l'autre sans aucun problème. Et puis enfin, pour terminer sur les contenants, n'hésitez pas à voir si vous débutez beaucoup de contenants, c'est essentiel, essayez d'en récupérer un maximum. Tout simplement parce que je vous montre, par exemple, vous avez ce type de barquette où vous avez 24 en placement, il va falloir les repiquer. Et donc vous allez devoir avoir 24 godets supplémentaires. Et je vous montre tout simplement ce que ça peut faire 24, vous voyez, on n'est plus du tout sur le même format. Et je reviendrai un petit peu plus tard également sur la place qu'il y a à avoir sur une des clés de réussite, c'est la place que l'on doit consacrer également à nos semis. Vous voyez que c'est tout à fait différent. Donc, pensez également lorsqu'on se lance dans les semis, c'est d'avoir un nombre de godets suffisant. Mieux vaut en avoir trop que pas assez, parce qu'on peut vite être débordé par le semis qu'on met en place et par la réussite des semis parfois que l'on met en place. Un thème qui n'est pas trop souvent abordé lorsqu'on parle de réussite des semis, eh bien, c'est la disponibilité. Il conviendra d'être disponible pour ces semis. En effet, si on regarde un petit peu les tableaux de temps de germination, mais même par la suite, une fois que ça a germé, une fois que les plants sont développés, il conviendra pour apporter, on va dire, un climat et un environnement favorable à la réussite de nos semis, d'apporter toutes les conditions nécessaires au bon développement de nos plants et de nos légumes. Et pour cela, il faudra bien sûr être présent et être disponible pour nos semis. Il conviendra donc d'être bien organisé, de bien savoir planifier. Si on a quelques heures par-ci par-là accordées par semaine à nos plants et à nos semis, il y a un fort risque de ne pas réussir ou tout au moins de perdre un certain nombre de semis. Accorder un petit peu de temps chaque jour à ces semis, les regarder, veiller à ce qu'elles ont tous les éléments nécessaires à leur bon développement est indispensable pour réussir ces semis. Et donc, il est indispensable d'être disponible pour ces semis et donc d'être présent lorsque l'on fait ces semis. Sans graines, pas de légumes. Donc il faudra veiller à être attentif à la qualité de nos graines, que ce soit des graines que l'on achète en commerce ou des graines que l'on fait par soi-même ou qu'on a récupérées par échange. Alors les graines ont une durée de vie, on va dire, variable, qui vont tourner autour de 2 à 5 ans. Plus on va tourner vers la date, on va dire, de péremption de la graine, plus la qualité de germination sera amoindrie. Donc l'idéal, c'est de pouvoir, quand on a des débuts de sachet, il n'y a pas de problème au niveau de la germination. Souvent, on va tourner parfois
on va dire entre 70 et 90% de taux de germination. Si on a des doutes de toute façon en fonction de la durée d'utilisation du sachet de graines, eh bien on pourra faire des tests de germination. Alors ces tests de germination, ça peut être, on va dire, sur des papier toilette, ça va être sur du sopalin par exemple, qui va permettre en humidifiant de vérifier que on a un taux de germination suffisant pour pouvoir faire des semis en toute quiétude. Il existe deux types de graines, on va dire les graines reproductibles et non reproductibles ou F1. Alors les graines reproductibles, ce sont des graines en fait qui ont conservé la caractéristique on va dire du légume mère, si on peut dire comme ça, et qui vont pouvoir se multiplier sans problème, tout en gardant donc les mêmes caractéristiques d'une année sur l'autre. Et puis vous avez les graines non reproductibles ou F1. Donc cette fois-ci, ce sont des graines qui viennent d'un mélange d'au moins deux variétés de légumes. Donc en fait, par croisement, vous allez pouvoir avoir des graines qui sont parfois beaucoup plus, on va dire, résistantes aux maladies. C'est souvent parfois les industries, on va dire, agroalimentaires qui ont fait ce type de graines parce qu'elles vont être plus facilement calibrées, mieux résistantes aux maladies. Donc au niveau de l'industrie agroalimentaire, c'est plus facile. Et donc nous, en tant qu'amateurs, on peut en bénéficier. Alors on appelle tout simplement F1 parce que c'est en fait la première génération de croisement. Alors rien ne nous empêche bien évidemment de pouvoir récupérer des graines de légumes F1 pour plantation. On n'a aucune certitude qu'on retrouvera, on va dire, les mêmes caractéristiques que le légume d'origine. Alors pour ma part, moi je privilégie, on va dire, les graines, on va dire, reproductibles. Mais rien ne m'en empêche d'avoir des F1 et j'ai certainement d'ailleurs, et j'ai tout à fait dans mon stock de graines des F1. Ça c'est simplement le choix du jardinier en fonction du type de légumes qu'il veut avoir. Effectivement, parfois c'est plus facile d'avoir des F1 parce que c'est comme je disais précédemment, elles sont plus résistantes. On sait déjà le calibre qu'elles vont avoir. Il n'y a pas trop de surprises en règle générale sur des F1. Le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, au niveau de la récupération des graines, si on veut récupérer ces graines, et ben là, cette fois-ci, on n'a aucune certitude d'avoir le même type de légumes la saison suivante. Alors pour le coup, il s'agit véritablement, on va dire, d'un point faible et d'un point à surveiller d'une manière très attentionnée, c'est la luminosité pour les semis d'intérieur. En effet, la luminosité, c'est vraiment un des éléments à optimiser pour un environnement, on va dire, favorable au développement de nos graines et de nos plants. Un légume a besoin, et d'un plant a besoin à peu près de 14 heures à 16 heures de luminosité pour se développer. Et vous comprendrez bien que si on commence à faire ses semis en janvier, mais surtout février-mars, la luminosité n'est pas encore assez suffisante pour faire bénéficier nos plants, on va dire, d'une lumière optimale au bon développement des plants. Un manque de lumière va avoir deux conséquences pour nos plants. La première conséquence sera que vous allez parfois constater que tous les plants vont pencher d'un côté, et souvent côté fenêtre bien évidemment, là où il y a de la lumière. Le manque de lumière va obliger nos plants à rechercher la luminosité pour pouvoir bien se développer, et vont tous pencher d'un côté. Et puis la deuxième conséquence, un peu plus embêtante, c'est que nos plants risquent de filer tout simplement. Filer, c'est-à-dire que nos plants vont se mettre à grandir avec une tige très étroite. En règle générale, une fois que nos plants ont filé, on va dire que c'est les plants qui sont foutus, sont bons à recommencer. Certains, on va dire, type plants de tomates, on va pouvoir quand même les récupérer par un repiquage pour pouvoir, on va dire, que le plant puisse mieux se développer. Mais une fois que les plants ont filé, souvent, c'est un petit peu foutu. Pourquoi ça file? Tout simplement parce qu'il y a une inadéquation dans les conditions de développement du plant. Beaucoup de chaleur, le plant va considérer qu'il se retrouve sur une période en fait où il y a une belle luminosité, et donc celui-ci va rechercher de la lumière en hauteur tout simplement. Donc la lumière est très importante et la luminosité est très importante lorsqu'on fait ses semis en intérieur. Dans l'idéal, dans sa maison, c'est de pouvoir installer ses semis, on va dire, à l'est ou au sud, dans des pièces suffisamment éclairées par des baies vitrées ou des fenêtres qui vont apporter un maximum de lumière. Je rappelle, comme je disais tout à l'heure, entre 14 heures et 16 heures par jour de luminosité. Le plant a besoin. Deux solutions viennent à moi sur le manque de luminosité. La première solution, ça va être de l'acquisition et d'investir dans des lumières artificielles qui vont amener de la luminosité à nos plants. Et puis la deuxième solution, ce sera tout simplement de transbahuter d'un point A à un point B les plants en fonction de la luminosité de la journée pour que ceux-ci puissent bénéficier au maximum de luminosité. Enfin, après plantation, un petit peu comme la chaleur, on va pouvoir les mettre en extérieur. Mais c'est pareil, il va falloir donc les acclimater. Donc au départ, les plants, on va devoir les mettre un petit peu dans un endroit un petit peu ombragé, éviter trop la lumière et le soleil direct, au risque parfois de brûler tout simplement les plants et les feuilles. Donc on y va tout doucement, on commence par les mettre dans des endroits un petit peu ombragés, et puis tout doucement, on va amener les plants au soleil, aux rayons UV,
les acclimater pour que ceux-ci, lorsqu'ils seront dans notre potager plantés, puissent se développer tout à fait convenablement. Un point qui est rarement abordé lorsqu'on parle de semis en intérieur, et c'est un petit peu comme la disponibilité, c'est tout à fait la place dont on dispose dans sa maison, dans son logement, pour faire ses semis. En effet, si je reprends par exemple l'exemple de tout à l'heure avec ce type, on va dire, de barquette à semis, où il y a 24 emplacements, vous voyez que ça ne prend pas forcément beaucoup de place, donc au départ, c'est tout à fait satisfaisant. Lorsqu'on va vouloir faire le repiquage, et moi par exemple ça me sert pour mes plants de tomates, donc je vais faire du repiquage, je passe de ça, tout simplement, à ça. Et vous voyez que la dimension n'est pas tout à fait la même. Et donc on peut vite se retrouver en manque de place. Ce manque de place peut être rapidement problématique en intérieur, puisque parfois on va devoir déplacer nos plants d'un point A à d'un point B, pour la luminosité, pour la chaleur. Et donc parfois, surtout lorsqu'on arrive sur des périodes, on va dire avril-mai, où on a un maximum de semis en cours et on n'a pas encore pu les mettre dans son potager, puisque parfois on attend les seins de glace pour le faire, on va se retrouver un petit peu comme dans un magasin de jardinage, style Jardiland, avec des plants un petit peu partout dans la maison. Et je peux vous dire que quand on arrive au mois de mai et qu'on pouvait les mettre dans son potager, on est tout à fait content de pouvoir le faire, parce que parfois on a commencé, on va dire, sur une période janvier, février à mai, et il est vraiment temps après de les mettre en terre pour qu'ils puissent bien se développer, et puis que nous également, on puisse un petit peu récupérer tout simplement des meubles qui ont été utilisés pour les semis. Alors comme je disais tout à l'heure sur le chapitre des graines, il faut avoir des graines de qualité. Il faut avoir des graines de qualité, il faut pouvoir assurer également un bon stockage des graines que l'on a achetées, on va dire, l'année précédente, ou des graines que l'on a récupérées de notre potager en vue d'une plantation l'année suivante. Qu'appelle-t-on donc un bon stockage? Un bon stockage de graines, ça va être un stockage qui va permettre qu'il n'y ait pas de luminosité, qu'il n'y ait pas d'humidité et qu'il n'y ait pas non plus trop de chaleur. Ces trois éléments-là qui sont indispensables et nécessaires à la bonne germination des graines. On ne cherche pas à faire germer nos graines, on cherche tout simplement à les stocker en vue d'une utilisation quelques mois plus tard. Pour les sachets que l'on a achetés éventuellement les années précédentes, il va donc bien falloir surtout les rendre hermétiques, donc on les ferme bien. S'il y a un sachet à l'intérieur également, on va bien le fermer et bien le stocker dans un endroit donc non lumineux, non humide et sans chaleur. Et puis pour les graines que l'on récupère, moi j'utilise en fait deux types de stockage particulièrement. Tout d'abord, c'est, on va dire, les tubes médicamenteux, puisqu'ils ont en fait dans leur bouchon une pastille anti-humidité qui est tout à fait utile et c'est tout à fait hermétique, donc ça c'est vraiment l'idéal. Et puis sinon, moi je vais utiliser des pochettes, on va dire, fait maison en fonction de la taille des graines. Là c'est pour les plus grosses graines, c'est de la courge 2023. Et puis là c'est des graines en fait de tomates également 2023. Attention toutefois au stockage également pour ce type de contenant à graines. C'est un petit peu sensible à l'humidité, donc veillez à un bon stockage de ces sachets. Pour le stockage en lui-même, moi c'est stocké en règle générale donc dans le noir. J'utilise en fait tout simplement une vieille boîte à outils, sur lequel je mets toutes mes graines. Et j'en ai une seconde également puisque au fur et à mesure des années, c'est vrai qu'on cumule un petit peu les sachets et ça prend de plus en plus de place. Donc vous voyez, c'est tout à fait bien fermé. On peut également les stocker éventuellement en bas de son réfrigérateur. Le froid également conserve très bien les graines pour une utilisation les années précédentes, les années suivantes. Un point clé également pour la réussite de ces semis, c'est le substrat que l'on va utiliser pour faire développer nos graines et nos plants. Pour ma part, je pense qu'un bon substrat à semis doit avoir 4 qualités principales. La première qualité, puisque en fait le substrat doit constamment devoir rester humide, c'est que le substrat doit avoir une bonne capacité de rétention d'eau pour pouvoir après diluer le besoin en eau et en humidité de la graine ou du plant en fonction de ses besoins. En complément, la deuxième qualité d'un bon substrat, c'est qu'il doit avoir une capacité de drainage importante. Il doit pouvoir éliminer tous les excès d'eau, ne conserver que l'eau dont a besoin le plant et la graine pour se développer. L'excès d'eau doit pouvoir être facilement écoulé dans le godet ou dans le contenant que vous avez utilisé pour vos semis, et donc il doit avoir également une bonne capacité de drainage. La troisième qualité d'un bon substrat, c'est qu'il doit avoir une densité fine. On doit semer dans un substrat, on va dire, très léger, très fin, permettre à la graine de ne pas être empêchée de germer, de se développer, et pas être au plan non plus de pouvoir bien développer ses racines dans les godets et dans les contenants que vous utilisez.
Enfin, quatrième caractéristique que doit avoir un bon terreau, c'est qu'il doit avoir une quantité de nutriments suffisante à mettre à disposition du plant pour que celui-ci puisse bien se développer dans le contenant entre le temps où on va faire son semis et puis le temps qu'on va le mettre dans le potager en plantation. Pour ma part, moi j'utilise pour mes semis donc un terreau à semis tel qu'il y a derrière moi. Ce terreau à semis-là, en fait, il a de la perlite. Donc la perlite, ça va permettre de conserver l'humidité. Il a également un peu d'engrais pour le développement des plants. Donc c'est le type vraiment de terreau que j'utilise, une densité fine, et c'est tout à fait favorable donc au bon développement des semis et à la réussite des semis en intérieur. Enfin, dernier élément de réussite, c'est d'avoir un bon timing. Ce que j'appelle le timing, c'est de pouvoir faire ses semis au bon moment. Si je reprends tout simplement un petit peu le tableau de germination, vous voyez un petit peu les périodes à laquelle on peut semer ses légumes. Il est inutile en fait de semer trop tôt. Parfois, on va vouloir semer trop tôt pour gagner du temps, tout simplement, et en fait, on va faire des semis directement en place et on va constater que le semis qu'on a fait en godet est tout à fait rattrapé par les semis qu'on a mis en pleine place directement en terre. Sur les sachets de graines, de toute façon, vous avez constamment, systématiquement, les périodes, on va dire, de semis idéales. Rien ne vous empêche, bien évidemment, d'aller au-delà. Ça, c'est toujours libre à chacun et faire ses tests et ses essais, pourquoi pas, et en fonction aussi, parfois, tout simplement, du climat de sa région. Mais faites attention, bien évidemment, au timing. N'y allez pas ni trop tôt, ni trop tard, au risque parfois de faire des semis pour rien et perdre du temps. En conclusion, respectez tout simplement la saisonnalité de vos semis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques clés de réussite pour vos semis à venir en intérieur. Et puis nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye!